Point suivant, histoire et mémoire. Gros sujet, particulièrement important, et l'actualité vient évidemment assez fréquemment et particulièrement cette année nous interpeller sur ce sujet. Alors, essayons de distinguer déjà les choses. L'histoire et la mémoire, ce n'est pas la même chose. L'histoire et la mémoire ont des finalités différentes. L'histoire, bon, tout ça des choses que je pense vous connaissez déjà, auxquelles vous avez déjà réfléchi. Moi, je vais vous en donner ma formulation à moi, et puis vous en ferez votre miel à votre façon. L'histoire, elle vise la vérité scientifiquement établie. L'histoire, elle s'impose à tous, comme toute vérité scientifiquement établie. Elle est pour tout le monde, elle n'est pas pour une communauté particulière. Et le principe fondamental de l'histoire, c'est le principe fondamental de la vérité scientifique, c'est que la vérité d'une proposition ne résulte pas du statut de celui qui l'énonce, c'est pas l'autorité, le statut de celui qui énonce une vérité qui fera que c'est une vérité, mais de son caractère démontrable sur la base de faits avérés. Une vérité est une vérité si on peut la démontrer sur la base de faits avérés. La vérité d'une proposition ne résulte pas du statut de celui qui l'énonce, mais de son caractère démontrable sur la base de faits avérés. Ça, c'est une autre règle du discours de la méthode que là, il faut avoir à l'esprit. C'est encore Descartes qui nous dit « Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». C'est la règle d'évidence, évidemment. Et l'évidence, c'est pas ce qui saute aux yeux, l'évidence, c'est ce qu'on ne peut pas réfuter. Donc, ça, c'est l'histoire. Maintenant, la mémoire, elle n'a pas du tout la même finalité. La mémoire, c'est aussi un rapport au passé, sauf que ce rapport au passé n'est pas relatif à la vérité, il est relatif au sujet lui-même, c'est-à-dire à celui qui se construit sa mémoire. C'est en fait une lecture sélective du passé. Et cette lecture sélective, on dirait l'histoire, c'est aussi une lecture sélective du passé, certes, mais cette lecture sélective du passé, pour faire sa sélection, elle est subordonnée non pas à des enjeux scientifiques, mais à des enjeux identitaires, à des enjeux politiques. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut clairement distinguer les choses. Donc une lecture sélective du passé subordonnée à des enjeux qui n'ont rien de scientifique, des enjeux identitaires ou des enjeux politiques. Et l'histoire contribue à construire une communauté, donc, la mémoire contribue à construire une communauté, et elle ne s'impose pas à tous, elle est relative uniquement au sujet lui-même. Alors, quel rapport y a-t-il entre l'histoire et la mémoire, ces deux rapports spécifiques au passé? Bien, l'histoire peut nourrir la mémoire, bien entendu, mais l'histoire peut nourrir la mémoire, ça fait partie des choses qui sont nécessaires pour construire la mémoire, il faut connaître l'histoire, mais l'histoire ne doit pas servir la mémoire. L'histoire ne doit pas servir à réinventer un roman national, comme certains ont pu le dire. L'histoire, elle vise à la vérité scientifique. Se pose derrière une question fondamentale, celle du respect de la conviction des élèves, parce que l'histoire peut heurter la mémoire. L'histoire nourrit la mémoire, mais l'histoire peut parfois aussi heurter la mémoire. Alors, en France, on a de ce point de vue-là un certain nombre de repères. C'est d'abord ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, alors c'est sur la question particulièrement religieuse que la laïcité intervient, mais en fait le principe de la laïcité peut être beaucoup plus large. La laïcité, c'est, je rappelle, c'est la garantie de la liberté de conscience. Ce n'est pas l'interdiction de l'expression des convictions, c'est la garantie de la liberté de conscience. Mais à l'école maintenant, l'école est un lieu particulier, et l'école, c'est pour garantir la liberté de conscience, eh bien, c'est l'école qui doit être neutre. Les élèves n'ont pas l'obligation d'être neutres, mais en tout cas, ils ne doivent pas exprimer leurs convictions dans ce cadre. Alors, l'école doit être neutre, et les savoirs que l'école transmet doivent être neutres, eux aussi. Et par conséquent,
la construction des savoirs par les élèves, elle doit se faire sans référence aux convictions personnelles. Les élèves construisent leur savoir, mais sans prendre en compte leurs convictions personnelles. Enfin, sans prendre en compte, pardon, je dis mal, je le formule mal. Sans y intégrer directement leurs convictions personnelles. Voilà, je préfère le dire comme ça, parce qu'on va voir qu'on prend en compte en fait les convictions personnelles d'une manière ou d'une autre. En fait, l'expression éventuelle de conviction, elle doit être nettement séparée de la construction des savoirs. On peut envisager, n'est pas interdit que, de façon très encadrée et en faisant très attention, les élèves expriment à un moment des convictions, mais ça ne sera pas un élément justement de la formulation des savoirs eux-mêmes. Le discours de l'enseignant, de ce point de vue-là, eh bien, il renvoie toujours à cette garantie de neutralité et de référence à la vérité scientifiquement établie. On se réfère non pas aux convictions de l'enseignant, non pas même à l'autorité de l'institution, mais à la vérité scientifiquement établie. Et il y en a un qui l'avait assez bien formulé, justement, c'était Jules Ferry. Et je crois que la lettre de Jules Ferry aux instituteurs de 1883 a toujours une parfaite actualité. Alors, il explique aux instituteurs dans cette lettre, ici c'est un extrait, si parfois vous étiez embarrassé, au passage, oui, je vous conseille de lire l'ensemble de la lettre qu'on trouve facilement sur Internet, qui, je trouve, formule très bien les choses, mais ce point particulier sur ce problème des convictions et de l'enseignement moral, ce point particulier mérite vraiment d'être souligné. Alors, si parfois vous étiez embarrassé pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Et cette règle pratique, je crois qu'on a tous intérêt à l'intégrer. Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Alors bon, la notion d'honnête homme, aujourd'hui on ne le lirait peut-être pas tout à fait comme ça, mais demandez-vous si un père de famille, ou une mère de famille, évidemment, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, et je vous rappelle qu'un certain nombre de polémiques sont nées par le biais de parents qui n'étaient pas présents dans la classe, qui n'étaient pas là, qui ne savaient pas ce qui s'y était passé, si un seul père de famille pourrait de bonne foi, et ça aussi c'est important, de bonne foi, refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire, sinon parlez hardiment. On fait appel, en fait, à la capacité de chacun à reconnaître la vérité scientifique, c'est-à-dire la capacité à admettre ou refuser de bonne foi ce qui est proposé. Donc, il ne s'agit pas, dans un cours d'histoire, d'imposer des convictions, mais on peut parler de convictions, des convictions des autres, on peut. D'ailleurs, on utilise des documents qui sont des expressions de conviction, mais c'est pour les étudier et non pas pour y adhérer, bien entendu. Alors, parmi les solutions, parce que là, on est sur des principes, parmi les solutions, d'une manière générale, la meilleure solution pour aborder des questions vives, des questions sensibles, celles dont on sait qu'elles vont heurter, c'est la prise de distance. Je vous conseille là-dessus, dans le numéro des cahiers pédagogiques, avec un dossier sur l'histoire, vous avez là-dessus un très bon exemple de séquence sur le génocide arménien, fait dans une classe dont le quart des élèves est d'origine turque. Et là, un enseignant qui témoigne justement de la façon dont il a fait pour permettre cette prise de distance. La prise de distance, c'est ce qui permet de se mettre à la place de l'autre. Et on ne s'exprime pas soi-même, mais on exprime éventuellement les convictions d'un autre en jouant un rôle. Le jeu de rôle est une forme de prise de distance. Le théâtre-forum est une forme de prise de distance. Et ça, c'est un très bon moyen pour se mettre à la place de l'autre et se rendre compte que les choses sont plus compliquées et que par conséquent, on ne peut pas, dans une classe où on doit faire société, on ne peut pas se limiter à exprimer ses convictions. On n'est pas là pour exprimer ses convictions. On a pris la distance nécessaire qui permettait la prise en compte de l'autre. Et si on prend en compte l'autre, eh bien, on se rend compte qu'il faut dépasser la simple confrontation des certitudes et des convictions. Donc,
Le jeu de rôle, le théâtre forum est tout simplement l'utilisation de documents est absolument nécessaire, ça crée une médiation et ça évite d'être tout de suite dans l'expression directe des convictions. On y reviendra dans une autre alternative, mais au préalable, je voudrais dire un petit mot sur la barrière et le niveau. Alors, c'est le titre d'un ouvrage d'un sociologue des années 20, Edmond Goblet, qui est très intéressant, auquel je vous renvoie, mais enfin, c'est pas tout à fait ce que je veux dire directement ici. La barrière et le niveau, cette confrontation, c'est se demander, mais les élèves ont-ils vraiment le niveau pour suivre les cours que je leur fais? Là-dessus, il y a un principe fondamental qui a été exprimé clairement dans la loi de 1989. La loi d'orientation de 1989 dit que l'élève doit être mis au centre du système. Alors c'est très bien de le dire, le problème, c'est qu'il faut encore s'entendre sur ce que ça veut dire. Mettre l'élève au centre, en fait, ça veut dire le prendre tel qu'il est. On le prend tel qu'il est, et notre préoccupation sera d'organiser l'école en fonction de ce qu'il est, et de ce qu'on veut le faire devenir. Donc, l'école, elle est là pour permettre à l'élève de progresser, d'où qu'il parte. On le met au centre, il sera le centre de nos préoccupations. Ça ne veut pas dire donner le pouvoir aux élèves, enfin voilà, sinon on n'aurait pas dit mettre l'élève au centre, on aurait dit mettre l'élève à la tête, enfin bon. Mais ça veut dire mettre l'élève au centre, ça veut dire le prendre tel qu'il est et travailler à le faire progresser. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les programmes et le socle, ce qu'on fixe, c'est le principe fondamental du socle, hein, c'est un niveau de fin de cycle, mais pas un niveau d'entrée dans le cycle. On ne définit pas à un niveau une condition pour pouvoir entrer dans un cycle, ce qui compte, c'est le niveau qu'on atteint à la fin du cycle. C'est l'objectif, c'est la finalité. Et quel que soit le niveau de l'élève quand il rentre dans le cycle, eh bien, il a 3 ans, la durée du cycle, pour la plupart des cycles, pour arriver au niveau de fin de cycle. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire d'un élève, il n'a pas le niveau. L'élève, éventuellement, si, en fin de cycle, on peut dire il n'a pas le niveau de fin de cycle. Mais sinon, tant qu'il n'est pas en fin de cycle, on ne peut pas dire, ah, cet élève-là, il n'a pas le niveau. Non, c'est à nous de nous mettre à la portée des élèves. D'ailleurs, la notion de niveau est particulièrement discutée par les sociologues, et plutôt que dire il faut se mettre au niveau de l'élève, moi je préfère dire il faut se mettre à la portée de l'élève. Et l'élève est peut-être parfois beaucoup plus bas que ce qu'on croit, il faut trouver le moyen de se mettre à sa portée. C'est toute la difficulté, c'est toute la grandeur, quelque part, du métier d'enseignant dans une école démocratique. Et ce principe, il est affirmé par une règle, ce qu'on appelle le postulat d'éducabilité. Le postulat d'éducabilité, c'est un principe de base de l'école démocratique. L'école, elle part du principe, donc du postulat. Un postulat, vous savez, en mathématiques, ça ne se démontre pas. C'est une règle qu'on admet, qui est une base, et sur laquelle tout le reste est construit. La base de la géométrie, c'est le postulat d'Euclide, Euclide qui disait le trajet le plus court d'un point à un autre est la ligne droite. Ça, on ne l'a jamais démontré, et toute la géométrie est construite sur cette base. Bon, et bien là, l'école démocratique, elle est fondée sur le postulat d'éducabilité. Le postulat d'éducabilité, ça signifie que tout élève est éducable. Donc, quel que soit le niveau d'où il part, eh bien, on doit réussir à lui faire atteindre le niveau de fin de cycle. Alors, on va peut-être trouver que c'est utopique, que c'est pas réaliste, bon, peut-être. Il n'empêche que c'est la grandeur de l'école de la République que de vouloir continuer à y croire. Et ce qu'on constate, c'est que les enseignants qui réussissent le mieux dans des contextes difficiles sont ceux qui, justement, sont les plus convaincus de la valeur et de la nécessité de se référer à ce postulat.